Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre rendez-vous, vous avez l'habitude maintenant sur Tech Co pour décrypter toute l'actu des plateformes de streaming, les sorties des séries évidemment, mais aussi des films, puisque cette semaine c'est un film qui nous intéresse, en l'occurrence la sortie de Ferrari, le film de Michael Mann sur Prime Video, et c'est une exclusivité, Prime Video il ne sortira pas en salle, et pourtant Dieu sait que Michael Mann est un grand nom du cinéma. On a eu envie donc de s'intéresser aux relations entre ces grands cinéastes et les plateformes de streaming. Ça n'a pas toujours été simple entre ces deux univers. On va faire un point avec mes deux invités du jour. D'abord, Charles Martin. Salut Charles. Salut Clément. Charles, on te connaît bien maintenant, journaliste pour le magazine Première, spécialiste des séries, mais évidemment cinéphile aussi à Première. Également, on a pas trop le choix, un peu de ciné aussi à Première, obligatoirement. Un peu d'aimer tout, on est forcément, on aime Michael Mann. Évidemment, on adore Michael Mann à Première. Eh bien, on va voir si on aime son dernier film aussi. Et en face, c'est Jérôme Lachasse. Salut Jérôme. Salut. Jérôme, notre monsieur cinéma pour le site de BFM TV, on va dire ça, avec des avis bien tranchés, lui, sur les films pour le coup. On va essayer. Voilà. Et toi, Michael Mann? Ah, c'est Dieu. C'est Dieu, mais est-ce que Dieu est descendu de son piédestal? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Merci à tous les deux d'être là. On attaque donc notre débat de la semaine. Voilà, si vous comptiez voir le dernier film de Michael Mann parce que vous avez aimé Hit, parce que vous avez aimé Ali, parce que vous avez aimé Miami Vice et que vous comptiez vous ruer en salle pour voir Ferrari, eh bien n'achetez pas de billets. De toute façon, vous n'en trouverez pas puisque Ferrari, c'est donc le biopic consacré à Enzo Ferrari, le fondateur du constructeur automobile italien. Mais ça sort uniquement sur Prime Video. Et pourtant, Michael Mann, grand nom du cinéma, je l'ai dit. Ce film sort sur Prime. On va en débattre, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Mais déjà, ce film en lui-même, vous l'avez vu tous les deux. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est du grand Michael Mann? Est-ce que c'est du petit Michael Mann? Alors déjà, on peut commencer par dire que c'est pas un téléfilm. C'est un vrai film de cinéma qui a été fait pour le cinéma, que Michael Mann filme comme il sait le faire avec beaucoup de classe. Il y a des très jolis plans. C'est un film sur la bagnole qui filme très très bien les voitures. Ça, il le fait très très bien. Maintenant, c'est pas un grand film, c'est pas un grand cru de Michael Mann. C'est un petit film. Ça fait un peu mal parce qu'on a attendu 10 ans pour voir un nouveau film de Michael Mann et en fait c'est peut-être un de ses plus mauvais. En fait ça dure 2h10 et on les sent vraiment passer. Et à part toute la fin qui est une course qui est très très bien faite, le reste est très long, très lent. Et il y a aussi ce truc qui est très difficile à regarder maintenant, c'est un film avec des gens qui jouent des Italiens avec des accents italiens. Et ça, Il nous rappelle un peu douloureusement peut-être House of Gucci, ouais, exactement. déjà avec Adam Mais sauf Driver. que House of Gucci avait un côté un peu kitsch et camp et rigolo, alors que là c'est très sérieux. Et donc ça sort un peu du film à tout moment, quoi. Ouais. C'est vrai qu'Adam Driver, moi j'ai trouvé plutôt bon dans le film, mais c'est un peu peut-être un des seuls qui s'en sort. On sent que Penelope Cruz, qui est espagnole, qui joue une italienne, il y a des jeux dangereux d'Hollywood avec les accents, c'est toujours un peu compliqué. Bon, ça reste un film quand même assez sympa. Il y a effectivement une très belle course de voiture dans le film qui est très très bien filmée. Et Adam Driver est super. On sent la patte, on sent aussi la patte de Michael Mann quand même dans ce film. Quelque part, tu disais, c'est pas un téléfilm lambda ou comme on en voit sur les plateformes. Ouais, on retrouve son style. On retrouve quand même le style de Michael Mann. Il y a ces plans sur la nuque de Adam Driver qui ressemblent au plan qu'il y avait dans The Insider avec Al Pacino. On sent vraiment que quand même il a mis sa patte là-dedans. Et même si ça se retrouve, donc je veux dire, en exclusivité sur Prime Video, donc pas en salle. C'est devenu quelque chose de plus en plus courant quand même, ces grands cinéastes qui se retrouvent sur les plateformes. Au début, c'était quand même un peu compliqué. On sait que ces grands noms qui sont très attachés à l'univers du cinéma et de la salle ont un peu vu Netflix comme un sous-acteur, on va dire, de l'audiovisuel. Non, ça a été un peu méprisé au début par les grands noms du cinéma. Oui, alors forcément, mais ce qu'ils ont vu le petit écran versus le grand écran, ça a été le débat originel. Après, ils se sont aussi confrontés à une certaine forme de réalité. Ils ont été pragmatiques, ces grands cinéastes-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les studios hollywoodiens ont commencé à de moins en moins les financer, en tout cas de moins en moins les yeux fermés, et ils ont trouvé sur les plateformes, donc Netflix au début, aujourd'hui beaucoup Amazon avec Prime Video, des fonds, et Apple d'ailleurs, il faudra qu'on en parlera, mais des fonds importants pour financer des films à gros budget que Hollywood est plus vraiment prêt à financer aujourd'hui. Tu sais, il y avait une interview de Matt Damon il y a 1 ou 2 ans qui avait beaucoup circulé dans l'émission Hot Ones aux États-Unis, où il expliquait en fait le changement de paradigme à Hollywood. Et en fait, c'était que avec l'explosion des budgets marketing et le fait que en salle, les gens n'allaient pas forcément aller voir les films, le budget n'allait pas forcément être rentabilisé. Et donc en fait, si les grands cinéastes allaient aussi sur les plateformes, c'était qu'en fait, il y avait en fait, le jour de la sortie, c'est pas grave si le film marche pas. En fait, il y a une espèce de puissant fond. On profite du système. Mais ce qui était intéressant de voir, c'était que au tout début, il y a 7-8 ans, quand les grands réalisateurs ont commencé à y aller, tu vois, faut pas oublier, tu vois, les frères Coen, ils ont fait un film sur Netflix, par exemple. Ouais.
Et, La balade de Buster Scruggs. et en fait, ils faisaient des interviews à l'époque et ils t'expliquaient en fait comment ils avaient adapté leur mise en scène au fait que les gens allaient peut-être le regarder sur l'iPhone, même pas sur leur télé, leur home cinéma, mais vraiment sur leur iPhone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a certains, pas tous, mais qui ont quand même pris ça quand même de manière plutôt détendue en se disant tiens, ça va être une expérimentation, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de mise en scène, est-ce qu'on peut changer des choses, s'adapter. Et les Coen l'ont fait, tu vois. Pas tous, mais certains l'ont fait, quoi. Sachant qu'effectivement, si on remonte un peu l'histoire, c'est plutôt les plateformes au début qui sont allées chercher les grands cinéastes pour s'acheter une crédibilité aussi. Quand on est Netflix, quand on est Prime Video, qu'on arrive sur ce marché, si on veut un peu convaincre les gens, il y a les séries, bien sûr, c'est l'argument numéro un, mais il y a aussi les films. On peut se souvenir par exemple un des premiers, on va dire, turning point, un moment marquant, c'est peut-être la sortie d'Okia sur Netflix, qui sort à Cannes. Premier film Netflix montré à Cannes en compétition officielle. À l'époque, c'était en 2017, film de Bong Joon-ho. Ouais. Déjà à l'époque, voilà, on sentait que c'était Netflix qui avait plus besoin de Bong Joon-ho que l'inverse, qui était venu le chercher pour lui dire. Ça avait été sifflé à Cannes. Le logo Ouais. Netflix avait été sifflé à Cannes. Ouais. Ça a été très compliqué, mais quand même, cette relation commençait pas forcément très Oui, bien. alors qu'aujourd'hui, on voit bien que les réalisateurs ont beaucoup moins de réticence à venir sur les plateformes. Tu vois, il y a David Fincher qui a re-signé un contrat avec Netflix, qui a sorti The Killer l'année dernière et qui va continuer à sortir des films sur Netflix encore et encore. On sent bien qu'il n'y a plus du tout de barrières, que les barrières sont tombées. Aussi parce qu'il y a une évolution de la consommation qui est hyper importante. C'est-à-dire que Jérôme en parlait tout à l'heure, à un moment, quand tu es cinéaste, tu te demandes si tu vas contre le courant, si tu es obsédé par la salle, ou si tu es obligé d'un peu de suivre le rythme aussi des plateformes et du streaming, qui est aujourd'hui le mode de consommation principal. C'est une manière de ruser aussi pour continuer à bosser. Hein. Parce qu'il y a un moment, les mecs, ils grandissent, ils ont eu des succès, ils veulent que les films sont forcément. La logique, c'est que les films soient de plus en plus ambitieux. Et là où il y a l'argent et en tout cas les moyens pour financer leurs grosses fresques, etc., c'est les plateformes, quoi. C'est Netflix, Amazon, qui peuvent sans problème balancer et puis qui 50-80 millions. Qui acceptent de financer des films que les grands cinéastes eux-mêmes n'arrivaient plus à se faire financer. Ferrari, c'est un projet de longue date de Michael Mann qui n'arrivait pas à se faire financer. Manque aussi. Oui, c'est ça, on parlait de Manque, le film de Fincher, qui était d'exemples. un scénario de son père, il me semble, c'est ça, qu'il voulait faire adapter, qui était très compliqué et qui n'a pas eu un écho. Noir et blanc et qui était impossible à faire pour les salles avec un distributeur, enfin avec un producteur, un distributeur lambda. Le Roma d'Alfonso Cuarón aussi dans le même esprit, film noir et blanc. Très Alors ouais, mais Roma, c'est pas produit par Netflix. C'est racheté. C'est racheté. Et tu vois, ça rejoint ce que tu dis, c'est que Netflix avait besoin de ça aussi pour montrer que c'était pas juste un dépotoir à contenu. Et que c'était aussi, il y avait un truc artistique, quoi. Et donc l'ambition, c'était d'avoir des Oscars. Le truc rigolo, c'est que c'est Apple qui l'a eu avant eux, quoi. Oui, il y a eu surtout, on a beaucoup parlé, il y a Netflix au début, qui était le premier acteur, qui s'est beaucoup engouffré dans ce créneau-là, d'aller chercher des grands réals. Les autres, ils sont aussi un petit peu allés quand même. Hein. On a parlé de Prime Video pour Ferrari. Avant, il y a eu Sofia Coppola aussi qui avait fait un film sur Prime. Apple, tu voulais en parler aussi, Charles, qui est allé chercher Joel Cohen pour faire, qui sont entendus pour faire le Macbeth, pareil, un film en noir et blanc, très arty, avec le texte original, impossible en fait à sortir en salle. Apple aujourd'hui est peut-être un acteur particulièrement important là-dessus. On le voit notamment avec Scorsese peut-être. Ouais, et puis avec le Napoléon de Ridley Scott aussi. Enfin, tu vois qu'ils ont mis 200 millions de dollars sur la table pour faire le Napoléon de Ridley Scott. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que les films en streaming aujourd'hui trouvent aussi leur place en salle de cinéma. On le voit avec Apple, on l'a vu avec Napoléon, etc. C'est des films qui sortent au cinéma. Passe des accords, effectivement. Passe des accords. Il y a plein de films en tournage actuellement, de grosses productions pour les plateformes qui sont censés être des films de plateforme, type pour Prime Video, et qui quand même trouveront une sortie au cinéma aux États-Unis. La tendance actuelle, c'est de faire les deux en même temps. C'est-à-dire que le film, je n'ai pas d'exemple en tête, mais un gros film qui se tourne va sortir aujourd'hui en même temps en streaming et en même temps dans les salles, ce qui pose un gros problème pour la France. Oui, avec notre chronologie des médias. La chronologie des médias est extrêmement compliquée. Moi, je tends souvent de la part de mes contacts dans les plateformes de dire c'est compliqué en France, on ne sait pas comment on fait exactement, parce que le film ne peut pas sortir à la fois sur plateforme et à la fois au cinéma. Typiquement, Ferrari, c'est un film qui aurait dû sortir au cinéma en même temps que sur les plateformes, ce qui est sorti quand même au cinéma aux États-Unis, et là pour le coup il peut pas, donc c'est que plateforme et pas salle. Il faut aller en Belgique et au Portugal pour aller le voir en salle. Ça fait cher le Portugal, billet. ça fait un peu loin. Belgique, éventuellement pour les frontaliers, c'est envisageable. On l'a dit, on a cité quelques noms. Aujourd'hui, les vannes, elles sont quand même complètement ouvertes. Hein. Je vous donne des noms de grands réalisateurs qui sont oscarisés, oscarisables, qui ont fait des films très marquants. Jane Campion, Noah Baumbach, David Fincher, on en a parlé, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro qui a fait son Pinocchio sur Netflix, Alex Garland, Paolo Sorrentino, Zack Snyder aussi dans un registre plus action, etc. Aujourd'hui, c'est normalisé pour un grand cinéaste, quelqu'un qui est habitué aux sorties en salle, aux films qui parfois ont atteint des centaines de millions au box-office, d'aller sur Netflix, d'aller sur Apple. Et ce qui est intéressant dans la liste que tu as citée, c'est qu'il y a des réalisateurs et des réalisatrices dans cette liste qui, peut-être sans les plateformes, aujourd'hui, n'auraient même pas eu autant de succès.
Tu vois, je pense à Baumbach, qui est quand même un réalisateur qui était quand même assez confidentiel dans les années 2000. Et il était connu parce qu'il avait écrit des Wes Anderson et tout ça, mais c'était pas, tu vois, un grand nom. Et en fait, quand même, Netflix lui a donné 80 ou 100 millions pour faire White Noise. Et il a eu un énorme succès avec Marriage Story. Et tu vois, et je pense que ce succès-là de Marriage Story, peut-être qu'il n'aurait pas eu lieu en salle pour le cas de Baumbach, tu vois. Peut-être un film compliqué à vendre, effectivement. Ouais, et Baumbach il s'est quand même appuyé sur, tu vois, sur aussi Adam Sandler, qui est très populaire sur Netflix, pour Meyerowitz Story, qui a aussi cartonné et qui lui a permis après de faire les films d'après. Et là, il refait un film, je crois, avec Sandler. Donc, clairement, tu vois, Baumbach, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a réussi à, tu vois, à devenir, à augmenter sa visibilité grâce à Netflix, en fait, et sans renier sur son exigence artistique. Et effectivement, il y a ce côté artistique. Il y a aussi peut-être un nouveau volet qu'on voit apparaître depuis 1 ou 2 ans, c'est les gros films d'action. Jusqu'ici, les plateformes, elles en produisaient, mais c'était un peu des films, on va pas dire de série B, mais en tout cas, c'était pas des grands classiques de films d'action. Là, on sent une volonté. Je parlais de Zack Snyder avec ses films de zombies, notamment. Son film qui est sorti aussi récemment sur Netflix. Il y a aussi les frères Russo, les réalisateurs d'Avengers, donc un des films les plus... Avengers Endgame, un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, qui sont venus faire The Gray Man sur Netflix. Une volonté peut-être d'attirer ce cinéma purement de salle, qu'on dit qu'il faut voir ces films en salle parce que c'est des films de grand cinéma. C'est pas tellement du cinéma de salle, c'est-à-dire qu'ils font du cinéma popcorn, c'est-à-dire que c'est des grands films de divertissement qui sont faits pour les gens qui se connectent le soir après le boulot sur Netflix ou autre, et qui ont envie de se vider la tête et de regarder un bon film d'action. Alors, il fut un temps où il fallait aller au cinéma ou espérer que TF1 diffuse le bon film adéquat au bon moment. Aujourd'hui, on peut mettre le film qu'on veut le soir à la télé, et un film récent qui vient d'être tourné, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Surtout qu'il y a quand même un gros problème, c'est que le box-office se porte quand même pas très bien, notamment depuis le Covid, et que ça devient de plus en plus compliqué pour les studios de rentabiliser ce genre de production. Plus du tout une garantie de faire plus des du tout une garantie. Millions, Vous pouvez mettre Ryan Gosling en train de se battre chez les Russo, c'est pas du tout sûr que ça fera suffisamment de centaines de millions de dollars pour rentabiliser le budget. Et en plus, la stratégie derrière, c'est qu'en fait, Netflix se rend compte que Netflix n'a pas de franchise. Oui. La plateforme en a en série, mais pas du tout en film. Et avec le Greyman, en fait, c'est qu'ils appellent les mecs qui ont fait le plus gros succès de tous les temps pour en fait faire lancer leur propre franchise. Mais ils essayent depuis 10 ans de faire ça. Ils ont échoué avec Bright, qui était le film de Will Smith avec des gnomes et des zombies. Tout à fait. Et des trolls qui étaient absolument affreux, épouvantables. Et ils voulaient en faire une suite, ça n'a jamais eu lieu. Six Underground de Michael Bay avec Ryan Reynolds. Pareil, ils voulaient en faire en fait une franchise, ça n'a pas assez bien marché. Greyman, c'est pareil. Red Notice, c'est pareil. En fait, tous les ans, ils essaient de lancer leur grosse franchise d'action avec les plus grosses stars du moment. Et à chaque fois, ça échoue. Sans que ça ne prend pas, mais petit à petit, mais étonnamment, ça prend en France, puisque Balle perdue marche mieux. Et donc, on a 3 films Balle perdue. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Balle perdue, Balle perdue, c'est un petit film français d'action avec Alban Lenoir et Ramzy et Nicolas Duvauchel et Stéphie Selma. Et il s'est fait son nom, quoi. Il s'est fait son nom, et là, ils sont en train de tourner le 3e, quoi. Donc, c'est marrant que les Français là, arrivent là où les Américains échouent. Ça marche bien aux États-Unis. Ça marche très bien, ouais. Mais il y a un vrai truc à dire autour du cinéma d'action français sur Netflix qui cartonne vraiment à l'international. Effectivement, c'est devenu un genre en soi, le film d'action français sur Netflix, qu'on trouve pour le coup, nous, peut-être moins en salle, effectivement. Et qui marche plus en salle et qui cartonne sur Netflix. On le disait, c'est aussi beaucoup des projets personnels qui voient le jour sur ces plateformes. Des films que les réalisateurs traînent depuis des années dans leur carton. C'est un film qui leur tient à cœur, lié à la famille, lié à autre chose, des projets personnels. Mais ces films ne voient pas le jour avec des studios. Est-ce que c'est parce que les studios sont trop exigeants, que ces films-là sont peut-être pas assez bons, finalement, trop obnubilés par leur sujet, ils ne voient pas le manque de potentiel, ou est-ce que ce sont les plateformes qui rabaissent un peu leurs exigences en disant bon, peu importe le projet, si c'est du Fincher, on le prend, quoi. Oui, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que les plateformes ont tellement besoin aussi de noms et de cinéastes pour faire venir ou garder les abonnés qu'ils ont, qu'ils se posent moins la question sur le fond du film en lui-même. À partir du moment où c'est Fincher ou c'est Scorsese qui le fait, ils se posent moins la question. Les studios, eux, on l'a dit, le box-office est quand même un peu en berne depuis le Covid. Ils peuvent pas se permettre non plus de financer tout et n'importe quoi. Puis on tape beaucoup sur les exécutifs de studios aussi. Ils ont quand même un savoir-faire. Ils savent aussi à peu près, généralement, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Netflix, ils valident un peu tout et n'importe quoi. Alors, je dis Netflix, mais les autres plateformes valident parfois tout et n'importe quoi. Et quand on voit le résultat derrière, on se dit que finalement, le cinéaste avec les mains libres absolues et qui fait exactement ce qu'il veut avec sa vision, machin, pas toujours la meilleure idée. Et le résultat peut parfois être un peu douteux et bancal. Et on se dit que ça méritait d'être cadré. Un bon exemple peut-être de ça, Jérôme, c'est peut-être Scorsese, finalement, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, qui a fait toute sa carrière en salle pendant plus de 50 ans. Ces 2 derniers films sont produits par des plateformes. The Irishman, qui était sorti sur Netflix, exclusivement sur Netflix, film de plus de 3 heures, avec des effets numériques
qui était un peu, on va dire, tâtonnant à ce moment-là, et le deuxième, Killers of the Flower Moon, qui est sorti lui en salle, pour le coup, financé par Apple, des films qui ont coûté tous les deux extrêmement cher, pour des résultats, en tout cas, Killers of the Flower Moon au box-office n'est pas un carton comme on pourrait l'espérer de Scorsese. Mais quand on écoute Scorsese, il nous dit que s'il veut faire des films, il n'a plus trop le choix, lui, en fait. Bah oui, surtout qu'en plus, il veut absolument faire des fresques historiques de plus de 3 heures. Et comme il a besoin d'un. Ce qu'il faisait avant. Ce qu'il faisait avant et qu'il a besoin d'un très gros budget, il peut les trouver que sur les plateformes. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve que Scorsese, c'est un peu l'exception. C'est-à-dire que lui, The Irishman, ça fait 20 ans qu'il le traîne. Mais tu vois, c'est pas un mauvais film. C'est vraiment. Moi, je trouve que le film est vraiment super. Ouais, il y a le truc des effets spéciaux où ça se voit en fait que on a rajeuni des messieurs de 80 ans et ils marchent comme des gens de 80 ans. Mais le film est très beau. Et même par rapport à sa carrière et tout ce qu'il a fait pour les films de gangsters, le film est assez bouleversant. Et c'est pareil pour Killers of the Flower Moon où il réussit à se renouveler à 80 ans. Mais c'est vrai que tu vois, il y a beaucoup de réalisateurs qui, tu vois, tu parlais de Fincher, Mank, c'est un projet qu'il a depuis 30 ans. Et clairement, le film Mank ça aurait été bien qu'il y ait un producteur qui lui dise ça, tu vois, il faudrait peut-être pas le faire. Parce que le film, en fait, il a été fait il y a 30 ans, mais quand tu le vois, tu as l'impression qu'il a été fait il y a 30 ans. Ouais. Tu vois que c'est une écriture d'il y a 30 ans. Et tu vois, on parlait au début de Ferrari. Ferrari, c'est pareil. Ça se voit que c'est un film qui a été pensé dans les années 90. Ça se voit parce que c'est les rôles des femmes qui sont pas non plus hyper développés, etc. Et même si les actrices sont très convaincantes, ça se voit dans l'écriture. Mais il y a ce truc assez marrant dans les plateformes où ces réalisateurs, réalisatrices, pour la plupart, hein, c'est pas une règle générale, mais la plupart ont pu faire leurs films qu'ils voulaient faire depuis des années pour des résultats assez moyens en fait. C'est souvent des films assez oubliables. C'est vrai, tu vois, que pour un Power of the Dog, pour un Killer of the Flower Moon, la moitié des trucs on les a déjà oubliés quoi. Ouais, c'est finalement, tu sais ce que les grands réalisateurs viennent faire leurs films mineurs sur les plateformes. Ouais, quoi, c'est une blague un peu de Twitter à un moment, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Et puis tu sais, le cinéma, c'est un truc d'alchimie aussi. Les grands films, c'est la magie de rencontre entre un super casting, une super équipe technique, etc. Et il y a une raison des fois pour laquelle certains films se font pas et un bon producteur. Et il y a une raison pour laquelle certains films se font pas pendant 30 ans. Et moi, je crois qu'il y a un truc qui va être amené à évoluer, c'est-à-dire que les plateformes ne vont pas pouvoir continuer à dépenser 200 millions de dollars par tête de pipe à chaque fois qu'ils veulent financer Scorsese. Ouais, on l'évoquait déjà la semaine dernière dans l'émission, à savoir que les plateformes réduisent la voilure aussi sur la production, évidemment, à la fois en quantité et en budget. Quoi. Donc on l'a vu sur Disney+, avec genre Vaiana par exemple, etc. Vaiana 2, qui n'était pas censé être un film de cinéma, qui était censé être une série de streaming à l'origine, va finalement être développé en film de cinéma. Je pense qu'il va y avoir cette évolution-là, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter à un moment d'être un puits sans fond, de payer des films qui sont très oubliables, comme disait Jérôme, et qui finalement servent juste à remplir le catalogue, pour peut-être retourner aussi vers les salles, et ça va finir par s'équilibrer dans ce sens-là. Mais c'est ce que tu dis, ça me fait rire, parce que je me dis, Netflix, tout ça, ils se sont un peu pensés, tu sais, comme ces studios à la grande époque, à l'âge d'or d'Hollywood, tu sais, où en fait ils dépensaient sans compter pour faire des grands films. Et sauf que maintenant ils sont en train de produire des films comme Disney en produisait dans les années 2000, c'est-à-dire des directs ou DVD un peu honteux. Ouais. Et tu vois, Vaiana, c'est littéralement ça quand même. C'est ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, Disney. C'était on transforme une série en film. Et peu importe, parce que de toute façon les gens vont cliquer. Sauf qu'aujourd'hui, les gens cliquent peut-être un peu moins, et donc il faudra voir ça. En un mot, aujourd'hui, on a parlé un peu, on a refait l'histoire sur 25 ans. Qui a le plus besoin de l'autre aujourd'hui? Est-ce que c'est les cinéastes qui ont besoin des plateformes, ou est-ce que c'est les plateformes qui ont encore besoin des grands cinéastes? Moi, je pense que c'est les cinéastes qui ont besoin des plateformes aujourd'hui. Je pense que la dynamique, elle s'est un peu inversée, parce que les gens vont quand même de moins en moins en salle, et que les grands cinéastes ont besoin de plus en plus d'argent pour produire des films qui sont de plus en plus chers, et qu'il n'y a pas beaucoup de studios aujourd'hui qui sont prêts à mettre autant pour financer le T'as nouveau pas l'impression Scorsese. là que c'est en train de revenir ça? Parce que là, quand tu vois ce qui se passe avec Warner et Tom Cruise qui essayent de refaire des films un peu d'auteur, grand budget avec eux, et quand on voit le succès d'Oppenheimer, la Dune qui va être un carton incroyable, j'ai l'impression que ça. Je me demande s'il n'y a pas un petit changement et de shift et qu'on va. Non, mais C'est peut-être le rééquilibrage. c'est ce que je disais, il va y avoir un rééquilibrage très probablement entre les deux, mais il y aura toujours besoin pour les cinéastes comme Fincher ou Scorsese de budget. Moi j'ai l'impression que Fincher il a juste abandonné en fait. Ça c'est possible. Il a abandonné, c'est juste un vendu, il s'est dit bon, la place est chaude chez Netflix, on va juste faire ce qu'on m'attend de moi. C'est ce qu'on lui reproche pas mal depuis quelques temps. Et The Killer, tu vois, on n'en a pas parlé, mais The Killer c'est. Peut-être parce qu'on l'a déjà oublié, non? C'est ChatGPT Fincher quoi. Ouais. J'ai mis tous les trucs que les gens aiment et puis. Moi je l'ai vu, je l'ai déjà oublié. On verra si ça marche. Peut-être Ferrari d'ailleurs qu'on aura déjà oublié à la mais prochaine je l'ai déjà émission. oublié alors que j'en ai parlé il y a une demi-heure. Est-ce que c'est pas dommage de pas l'avoir vu en salle, peut-être celui-là? Absolument pas, ce serait. Ça n'aurait rien changé. Ah non, Ferrari, ça aurait mérité de se voir en salle quand même. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y avait quand même des superbes images. Il y a quand même, il filme les courses de bagnole de manière magnifique. Ça aurait peut-être mérité un grand écran.
Bon, eh ben, le débat est à suivre. Il y aura d'autres films qui vont nous faire poser cette question, d'autres grands cinéastes qui ont des projets dans les cartons sur les plateformes. On va suivre ça. On ne se privera pas de regarder leurs films en tout cas. Hein. Sait-on jamais, Michael Mann peut-être refera un film dans 10 ans. Enfin, il sera assez un peu âgé peut-être à ce moment-là. 90 ans. Ouais, 90 ans. En attendant, on va rester sur les plateformes, mais cette fois, on va parler de séries. Nos séries de la semaine, nos recos pour finir cette émission. Et on commence avec la série de Charles. Elle est une petite pépite, comme tu me l'as vendue en préparation de cette émission. Ça s'appelle Enterrement de vie de garçon. C'est une création Canal+. Tout à fait, ouais. C'est vraiment pour le coup un coup de cœur. Alors, c'est une expression souvent galvaudée, mais là c'est un vrai coup de cœur. Je suis tombé dessus un peu par hasard et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je trouve que donc c'est une comédie, c'est pas une comédie à la Very Bad Trip, hein, contrairement à ce que ça peut laisser penser dans la bande-annonce. D'autant dans que la sur le papier, promo. quand on regarde le casting, Voilà. c'est full comédie. C'est Fari, Exactement. Guillermo Guise, Jason Brokers, il me semble. Panayotis Pasco. Panayotis Pasco et Adil Ouais. Al-Khalideh, Al-Khalideh, voilà, qui est un c'est ça. humoriste québécois Que je connaissais pas du tout. moi non plus, et qui est incroyable dans la série, qui est probablement le personnage le plus drôle de la série. Ouais. Vous allez le découvrir, vous allez l'adorer. Donc on a dit, c'est pas une farce, c'est pas Very Bad Trip, c'est pas des mecs qui vont se bourrer la gueule en boîte et qui oublient tout. C'est en fait une bande de potes qui vient de perdre quelqu'un, et l'enterrement de vie de garçon, c'est l'enterrement du frère d'un des potes. Et donc ils sont en deuil, et c'est comment est-ce qu'on gère le deuil aujourd'hui à 35, 40 ans ou 30, 40 ans. C'est une variation hyper intéressante sur la relation entre hommes, sur la masculinité d'aujourd'hui. C'est hyper drôle, c'est hyper bien écrit, il y a des vannes C'est tout le très bien temps. écrit. C'est incroyable, enfin, ça fuse en permanence, et il y a une atmosphère absurde qui est géniale, où on sait jamais trop sur quel pied danser, on sait pas si c'est malaise ou pas, ou si c'est vraiment à se pisser dessus. C'est vraiment une super série, m'a vraiment à découvrir, et là, qui a l'avantage pour le coup de faire 4 épisodes, donc ça se regarde en une soirée, ça dure 1h30 tout compris. Alors c'est précisément ce que moi j'ai fait du coup, parce que j'avais une soirée de libre hier. Je me suis dit tiens, je vais regarder ce que m'a recommandé Charles, et je suis presque un peu resté sur ma faim de me dire est-ce que c'est vraiment une série quelque part, de se dire que 4 fois 20 minutes, est-ce que c'est pas un film qui finalement a été un peu coupé? Alors le découpage est quand même très précis, tu Voilà. vois, les 4 épides, je vais pas 4 unités de lieu, il y a 4 voilà. unités de lieu différentes, et les 4 épisodes sont bien découpés, etc. Donc ça fonctionne comme ça, quoi. Mais évidemment, on se pose la question, 1h30, c'est évidemment le format film. Avec ça un marche autre aussi. découpage, ça aurait presque pu marcher Tout à en film fait. avec des trains. Il manque quelques petites transitions, ça aurait pu faire un bon film Ouais, quelque part qu'on bien serait allé sûr. voir au ciné avec Mais plaisir là, aussi. en série, on l'adore quand même. Et on retrouve effectivement, voilà, c'est ce côté création originale Canal+, création décalée, il me semble, le Ouais, label. création décalée, le label, exactement. Voilà, avec un casting voilà, de 5 garçons absolument formidable. Ouais. Voilà, très Ouais, drôle. je recommande. Très drôle et très fin. Donc ça s'appelle Enterrement de vie de garçon. À ne pas prendre au pied de la lettre pour le titre. Du coup, à voir sur MyCanal. Vous allez être 4 surpris. épisodes. Voilà. L'avantage, c'est qu'on dit souvent qu'on aime bien les séries courtes ici. Ouais. Là, on pourra difficilement faire Plus court, court. ça n'existe pas, oui. Voilà, en dessous, ce sera un film. Ça donne envie en tout cas. Hein. Ça donne envie à Jérôme. Jérôme qui est très amateur de comédie française. Donc si on a réussi à donner envie à Jérôme, c'est que quelque part. Tu m'as eu à Fari. Ah ouais, c'est vrai qu'il est pas mal du tout dans la série. Il a un rôle un peu. Ils sont tous excellents. Oui, ils sont tous excellents, c'est vrai. Eh bien, du coup, Jérôme, toi, tu n'as Tout pas à une fait. comédie dans ta Bah si, besace. c'est une comédie quand c'est même. une comédie, si, bien Une sûr. comédie d'action. Allez, Une comédie, c'est une comédie. Mr. and Mrs. Smith, c'est sur Prime Video. Ouais. En fait, je trouvais ça intéressant d'aborder cette série par rapport à la thématique de ton émission, parce que tu parlais les grands auteurs, comment voilà. Et en fait, je trouve que là, il y avait vraiment une série avec laquelle Donald Glover vraiment ça s'appropriait vraiment le sujet, parce que c'est quand même un remake d'un film avec Angelina Jolie et Brad Pitt. Tout à fait. Et il s'approprie vraiment ça pour le transformer dans son univers, tu sais, un peu bizarre, comme ce qu'il avait fait dans Atlanta, où tu sais, c'est toujours un peu à la limite du fantastique, et avec un côté un peu David Lynch. Et là, il y a vraiment ça dans cette série, en fait, où il te réinvente complètement le postulat de départ, où en fait, dans le film, il découvrait en fait par hasard qu'ils étaient espions et ils devaient s'affronter l'un l'autre. En fait, là, c'est l'inverse. Ils commencent, ils apprennent à se connaître et ils font des missions ensemble. Et en fait, chaque épisode, en fait, c'est vendu comme une série d'action, mais en fait, c'est plutôt une rom-com. C'est-à-dire que chaque épisode va montrer l'évolution de la relation amoureuse. Donc, ils se découvrent, après, ils tombent amoureux, après, ils commencent à plus se sentir, etc. Et à chaque fois, tu as l'évolution du temps, tu changes de lieu. Tu as aussi ce truc très série qu'on a un peu oublié maintenant avec les plateformes. En fait, chaque épisode raconte sa petite histoire. Et après, tu as le tout qui transforme quelque chose. Mais en fait, c'est pas un long film découpé, quoi, comme ce qu'on a l'habitude de nous imposer sur les plateformes. Et tu vois vraiment le ton de Donald Glover, quoi. Il y a toute l'équipe artistique de Atlanta, il y a les scénaristes, les réalisateurs, les réalisatrices, et c'est très très bien.
Pour C'est ceux qui ont vraiment vu très, le très bien. film, du coup, C'est une c'est séquence très différent, plus subtil, peut-être le film n'était pas un modèle Ouais, de mais subtilité. le film, il était super parce que tu avais l'alchimie incroyable entre les deux acteurs et le cinéma, c'est quand même ça. Mais il y a aussi une alchimie incroyable entre les deux acteurs. Là, ouais. Il y a une très grande alchimie et c'est vraiment une très grande réussite et tu vois vraiment que voilà, c'est quand même une série qui a quand même en plus qui correspond aux thématiques de son créateur, quoi. Donc tu vois, c'est la preuve aussi que sur les plateformes, on peut faire quand même Tout à fait. des contenus d'auteurs. Donald Glover, effectivement, artiste très complet, puisqu'il est aussi Voilà. chanteur, musicien, Voilà. acteur. Et alors là, par auteur. contre, c'est un peu long, hein, c'est 8 épisodes d'1 heure. Ça va encore. Ouais, acceptable, on valide. On valide. C'est une belle série, c'est rythmé, c'est cool, ça se regarde sans problème. Bon, et ben voilà, comme ça vous faites entièrement de vie de garçon si vous avez qu'une heure et demie devant vous. Voilà. Si vous êtes en vacances, vous avez une petite semaine, que vous avez envie de faire un truc Exactement. un peu plus long. Mr. Mr. and Mrs. Smith, c'est donc sur Prime Video. C'est la fin de cette émission. Merci Charles, merci Avec Jérôme plaisir. d'avoir été là Plaisir. pour parler grand cinéma et plateforme de streaming. Si l'émission vous a plu, que vous en avez raté une petite partie, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de Tech & Co, sur les plateformes de podcast partout. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.